Pendant des décennies, Benny Andersson a laissé parler sa musique. Créateur du groupe ABBA, il a offert au monde certaines des chansons les plus appréciées de tous les temps. Son nouvel album, Piano, sort cette semaine. Le voici de retour pour un concert solo exceptionnel. Mais derrière chacune de ces chansons se cachait une vie bien plus complexe, bien plus douloureuse et bien plus humaine que les paillettes ne laissaient paraître. Aujourd'hui, à 78 ans, il a enfin pris la parole. À propos d'elle, à propos du prix que cela a coûté, et à propos de ce qui se passe réellement avec ABBA aujourd'hui. Ce n'est pas l'histoire d'ABBA que vous croyez connaître. De jeunes garçons de Stockholm à prodige de la musique. La musique n'a jamais été un simple passe-temps pour Benny Andersson. C'était une échappatoire. C'était la seule langue qui avait un sens pour lui, bien avant qu'il ne comprenne le prix de ce choix. Benny est né le 16 décembre 1946 à Vasastan, dans la banlieue de Stockholm. Son père, Gösta, était ingénieur civil et appréciait la stabilité, et sa mère, Leila, avait créé un foyer stable 2 ans plus tard. Sa sœur, Eva-Lise, naquit. Leur appartement était petit, mais plein de vie. Son père et son grand-père, Ephraim, jouaient de l'accordéon avec assurance et joie. Pour eux, la musique était une évidence, une nécessité. Benny les observait attentivement et voyait comment les mélodies transformaient son père, d'ordinaire si sérieux, en un homme plus léger et plus vivant. C'est alors qu'il commença peu à peu à se passionner pour la musique. À 6 ans, Benny reçut son propre accordéon. À 10 ans, il commença à apprendre le piano en autodidacte. Aucun professeur ne le corrigeait. Alors il écoutait attentivement et faisait confiance à son instinct. Le piano lui procurait un sentiment d'appartenance que l'école ne pouvait lui offrir. C'est ainsi qu'à 15 ans, il quitta l'école pour se produire dans des clubs de jeunes et sur de petites scènes. Son père était terrifié à l'idée que son fils finisse sans le sou et en difficulté, sans aucun avenir stable sur lequel s'appuyer. Sa mère, le cœur brisé, passait des nuits blanches à se demander si elle avait failli à sa mission. Si elle aurait dû insister davantage, être plus ferme, le maintenir dans cette classe où elle était convaincue qu'il avait sa place. Mais Benny ressentait une certitude profonde et inébranlable. Abandonner la musique le détruirait bien plus douloureusement qu'abandonner l'école. Durant ces années tumultueuses, Benny fit la connaissance de Christina Grönvall, une jeune femme qui, en le regardant, voyait en lui ce qu'il avait besoin qu'on voie, un véritable talent, un avenir prometteur. Elle crut en lui sans hésiter, et cela comptait plus que tout. Puis, un jour, leur monde bascula. Christina était enceinte. Benny était encore un enfant, sans revenu stable ni avenir prometteur. La pression est arrivée vite et durement. Leur entourage l'exhortait à demander à Christina d'interrompre la grossesse afin de préserver le fragile avenir qui lui restait. Benny refusa. Il entrevit ce qui l'attendait et, au lieu de fuir, il prit la douloureuse décision de tenir bon. Il n'avait plus le choix. Il devait se débrouiller. Alors, il passait plus de temps dans les bars et les petites salles enfumées, jouant malgré l'épuisement et la peur, déversant dans sa musique tout ce qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Certains soirs, l'argent suffisait à peine à manger, mais il tenait bon. Il vivait chichement avec presque rien, mais c'était déjà ça. C'était à eux. Et puis, 2 ans plus tard, leur fille Helen est venue au monde, un petit être magnifique qui leur rappelait tout ce pourquoi ils s'étaient battus. Elle ne les a pas brisés, elle les a renforcés. Elle leur a donné une raison qui dépassait l'ambition ou les rêves. Ce n'était plus seulement une question de musique, c'était une question d'elle. Ils n'allaient pas abandonner. Ils n'en avaient tout simplement pas les moyens. C'est ainsi qu'au début de 1964, Benny et Christina rejoignirent un groupe appelé Elveret's Spellman Slag, un clin d'œil amusant aux instruments électriques. Ils interprétaient des morceaux instrumentaux entraînants comme Baby Elephant Walk et Traveled Constantly, acceptant tous les emplois qu'ils pouvaient trouver. Mais se produire seul ne suffisait plus à Benny. Il commença à écrire ses propres chansons, animé par le désir de créer quelque chose qui lui soit entièrement, indéniablement propre. Mais chez lui, quelque chose se brisait en silence. Tandis que Benny se perdait dans des répétitions qui s'étiraient tard dans la nuit, Christina se retrouvait seule avec ses 2 jeunes enfants. Elle avait cru en lui dès le début, l'avait soutenu quand d'autres lui conseillaient de l'abandonner. Mais la foi ne suffit pas à apaiser un enfant malade à 3 heures du matin, quand son père est sur scène, quelque part, absorbé par sa musique. Elle demandait de la stabilité. Elle voulait être considérée comme une partenaire, pas comme une simple note de bas de page. Benny Louis a promis que ça ne durerait plus longtemps. Le succès était imminent, et il le pensait vraiment. Mais le moment fatidique ne semblait jamais arriver.
Il n'y eut pas cette nuit terrible qui mit fin à leur histoire. Ce fut plus lente et plus cruelle. Une lente dérive, comme deux personnes sur une glace qui se fendaient silencieusement sous leurs pieds. Christina avait besoin d'un homme qui puisse rentrer à la maison. Benny avait besoin de musique comme la plupart des gens ont besoin d'air. Aucun des deux n'avait tort. Mais ils n'ont pas pu se sauver mutuellement. Quand tout s'est finalement terminé, le silence qui a suivi était dévastateur. Benny portait le poids de la culpabilité, sachant ce que son absence lui avait coûté. Cela leur coûta à tous les deux la vie. Christina se retrouva seule à élever leurs enfants, les mains brisées par une vie qu'elle avait bâtie au prix de tant de sacrifices. Benny insuffla à ses écrits un profond sentiment de désir et de conflit intérieur. Son énergie inépuisable le mena bientôt vers de nouvelles collaborations et vers un groupe, The Hepstars, qui allait changer sa vie à jamais. The Hepstars est une collaboration déterminante. Le soir où Benny entra en répétition avec The Hepstars, en octobre 1964, il était un jeune homme animé d'un besoin impérieux de faire ses preuves. Le groupe avait déjà de l'énergie et du charme, mais il lui manquait une direction. Dès que Benny s'asseyait au clavier, tout s'intensifiait. Son jeu dégageait une assurance qui emplissait la pièce. En quelques semaines, il n'était plus seulement un claviériste. Il était devenu le moteur musical du groupe. Ses fans adolescents scandaient de son nom. Il était devenu une idole des jeunes presque par hasard. En mars 1965, quelques mois seulement après leur formation, le groupe connut un succès fulgurant avec Cadillac. Benny contribua largement à ce succès. Il allongea les répétitions, exigea des arrangements plus précis et commença à composer ses propres chansons, car il était convaincu que reprendre les morceaux d'autres artistes ne leur garantirait jamais un avenir. Il a sorti No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation et She Will Love You, l'une après l'autre. Les chansons ont grimpé dans les classements. Les Hepstars sont passés d'un groupe de reprises à un groupe possédant un son bien à eux. En juin 1966, Benny croisa le chemin de quelqu'un qui allait bouleverser sa vie. Les Hepstars et le groupe de Björn Ulvaeus, les Hootenanny Singers, se retrouvaient en tournée ensemble, partageant scènes et loges à travers la Suède. Soir après soir, Benny et Björn se retrouvaient côte à côte, parlant musique, échangeant des idées, se comprenant à demi-mot. Björn était réfléchi et précis, doté d'un instinct profond pour la mélodie et les paroles. Benny, quant à lui, était instinctif et audacieux, capable de transformer une idée simple en quelque chose qui vous hantait pendant des jours. Ce qui manquait à l'un, l'autre le possédait naturellement. Leur première chanson ensemble, Isn't It Easy to Say, ressemblait moins à une collaboration qu'à une conversation qui semblait inévitable. Puis vint cette nuit de 1969 qui changea tout. Au Melodifestivalen, le concours de chansons le plus prestigieux de Suède. Frida était sur scène avec sa chanson Härlig är vår jour. Benny était présent dans le public en tant que compositeur. Il avait déjà vu de nombreux chanteurs talentueux, mais lorsque Frida commença à chanter, quelque chose en lui se figea. Un ami qui se tenait à côté de lui se souvint plus tard que Benny s'était interrompu en plein milieu d'une phrase et l'avait simplement fixé du regard. Il ne pouvait détacher son regard. Après la compétition, ils furent présentés en coulisses. Ils parlaient de musique avec une profondeur et une aisance remarquables, comme seules deux personnes qui la comprennent véritablement peuvent le faire. Aucun des deux ne souhaitait que la conversation prenne fin. Dans les semaines qui suivirent, Benny et Frida trouvèrent sans cesse des prétextes pour se retrouver dans la même pièce. Répétition, séance d'enregistrement, soirée qui s'éternisait bien au-delà des prévisions. Leurs sentiments étaient indéniables et, finalement, impossibles à dissimuler. Lorsque Benny lui avoua enfin ses sentiments, Frida n'hésita pas. Elle l'embrassa. À peu près à la même époque, Björn rencontra Agneta Fältskog, alors âgée de 19 ans, sur le plateau d'une émission musicale télévisée spéciale en mai 1969. Elle était déjà une star à part entière. Douée, belle et d'un magnétisme discret, elle a immédiatement conquis Björn. Rapidement, tous les quatre, Benny, Frida, Björn et Agneta, ont commencé à passer plus de temps ensemble. Ils se soutenaient mutuellement dans leur travail, harmonisaient pour le simple plaisir de jouer, et découvrirent dans ces moments partagés quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Ce qui avait commencé comme une amitié et de la musique devint peu à peu quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. La naissance d'ABBA. En avril 1970, Benny, Björn, Agneta et Frida se tenaient ensemble sur une plage de Chypre, sans se douter qu'ils allaient marquer l'histoire. Il s'agissait simplement de 4 musiciens suédois en voyage, riant, détendus et loin de la pression des studios et des classements musicaux.
L'un d'eux s'est mis à chanter. Un autre s'est joint à lui. Bientôt, les quatre voix se mêlèrent dans la douce chaleur du soir. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie devint sérieux en quelques minutes. Des soldats des Nations Unies, stationnés à proximité, les entendirent et s'approchèrent. Les quatre Suédois se regardèrent dans la lumière déclinante et le ressentirent eux aussi. Quelque chose de rare se passait entre eux, quelque chose qui méritait d'être protégé. De retour chez eux, Benny et Björn étaient déjà plongés dans l'enregistrement de leur premier album commun, Laika. Agneta et Frida les ont rejoints pour les chœurs sur plusieurs titres, et dès que leurs voix ont retenti, tout a basculé. Leurs voix féminines ont enveloppé les mélodies de Benny et Björn comme un élément qui avait toujours manqué. Les contours s'adoucirent, les chansons respirèrent différemment. Ils l'entendirent tous et d'aucun ne put l'ignorer. Ils décidèrent de donner vie à cette belle complicité sur scène. Le projet s'intitula Festfolk, un nom qui signifiait « fêtard », mais évoquait aussi les couples fiancés. Il fut créé le 1er novembre 1970 à Göteborg. Les critiques étaient majoritairement négatives. Les critiques ne comprenaient pas ce que les quatre compères essayaient de faire. Certains ont même trouvé le projet confus. D'autres l'ont jugé décousu. Pourtant, une chanson s'est démarquée, « Hey, Gambleman », écrite par Björn et Benny, qui a dissipé tous les doutes. Le public a immédiatement réagi. La chanson s'est hissée à la 5e place des ventes et a ensuite occupé la première place du Sverigetoplistan pendant 15 semaines. Les critiques ont hésité, mais le public avait tranché. En 1971, les quatre artistes travaillaient sans relâche ensemble. Ils ajoutaient leur voix aux chansons des uns et des autres et multipliaient les tournées. Benny et Björn sortaient des singles comme « Det kan ingen doktor hjälpa » et « Tank om jorden », où les voix d'Agneta et de Frida étaient plus présentes que jamais. Ils apprenaient à composer des chansons à la fois intimistes et grandioses. En coulisses, leur manager, Stig Anderson, les encourageait à envisager l'avenir au-delà de la Suède. Il les a exhortés à composer des mélodies plus percutantes, des paroles en anglais plus claires et des refrains plus puissants. Certains observateurs affirmaient que Stig pouvait être exigeant, mais il avait perçu ce que les autres ne voyaient pas encore, le potentiel à l'export. En 1972, ils participèrent au Melody Festivalen avec Seg de Med en song. Le titre termina 3e, mais devint un succès dans toute la Suède. Puis arrivèrent des nouvelles inattendues venues du Japon. Leur chanson, She's My Kind of Girl, s'était hissée dans le top 10 japonais. Ils se regardèrent, incrédules et silencieux. Si leur musique pouvait voyager aussi loin, traverser un océan aussi vaste et toucher le cœur de gens qui ne les connaissaient pas, alors peut-être que Stig avait raison depuis le début. En juin 1972, ils sortirent People Need Love, un titre où Agneta et Frida étaient davantage mises en avant et où les quatre artistes étaient crédités. Il n'atteignit que la 17e place en Suède, mais se classa dans les charts américains. Ce fut une petite brèche dans un mur immense. Pour la première fois, l'Amérique s'y intéressait. Stig Anderson donna rapidement au groupe un nouveau nom, ABBA, formé à partir des initiales de leur nom. Ce nom appartenait également à une conserverie de poissons suédoise qui donna son accord à condition que le groupe ne lui cause aucun préjudice. Fin 1973. Le nom apparut sur les documents du studio. En 1974, ABBA remporta la sélection suédoise le 9 février avec Waterloo. Le 6 avril, ils gagnèrent le concours Eurovision de la chanson en interprétant un titre en anglais. Waterloo se classa numéro 1 dans 9 pays et entra dans le top 10 aux États-Unis, atteignant la 6e place. Du jour au lendemain, ABBA n'était plus seulement un groupe suédois prometteur, mais un phénomène international. Ils ont sillonné l'Europe, l'Australie, l'Amérique du Nord et le Japon, remplissant les salles soir après soir. En janvier 1977, leur grande tournée a débuté en Norvège et a déferlé sur l'Europe avant de faire escale en Australie, où même les fortes pluies et une alerte à la bombe à Perth n'ont pas réussi à décourager les foules. Le monde entier en était fasciné. D'une plage chypriote où 4 amis se sont mis à chanter, aux salles combles du monde entier, leur ascension fut fulgurante. Mais derrière les projecteurs et la gloire, quelque chose de plus discret et de bien plus douloureux commençait à se manifester. 2 mariages mis à rude épreuve. Le 6 octobre 1978, Benny et Frida se marièrent enfin. Ils étaient ensemble depuis 7 ans, ayant traversé les difficultés des débuts, le succès fulgurant, les tournées mondiales et les salles combles. Ils avaient vu ABBA conquérir pays après pays et étaient restés unis tout au long de cette aventure.
Et maintenant, au sommet de tout ce pourquoi ils avaient travaillé, ils officialisaient leur union. Le monde entier les adorait. Les fans pleuraient en découvrant les photos du mariage. Tout le monde pensait que si un couple pouvait survivre à la folie qu'était devenue ABBA, c'était bien Benny et Frida. Ils avaient déjà traversé tant d'épreuves. Qu'est-ce qui pouvait encore les briser? La réponse est venue doucement, comme le font toujours les choses les plus dévastatrices. Les tournées ne s'arrêtaient jamais. Les séances d'enregistrement se prolongeaient tard dans la nuit. Benny continuait de se donner corps et âme à la musique, comme toujours, avec une passion dévorante, presque vorace. Frida a su maintenir l'équilibre autour de lui. Elle était présente. Elle a joué son rôle. Elle souriait devant les caméras, répondait aux questions et rentrait dans une maison vide chaque fois que Benny rentrait tard pour enregistrer. Elle recommençait le lendemain. Elle avait passé sa vie à apprendre à endurer. Elle a enduré cela aussi. Mais quelque chose changeait en Benny, quelque chose que Frida sentait bien avant de pouvoir le nommer. Il était présent dans le studio. Il était présent sur scène. Mais chez lui, il était ailleurs. La distance entre eux s'est creusée en silence, comme la glace qui s'amincit avant de se briser. Aucun des deux n'osait le dire à voix haute, alors aucun des deux ne l'a fait. Puis un jour, Benny est rentré et lui a avoué la vérité. Il avait rencontré quelqu'un. Une présentatrice de télévision nommée Mona Nurklet, et ce n'était pas nouveau. Il était déjà avec elle depuis des mois. Tandis que Frida se produisait à ses côtés, chantait en harmonie avec lui, dormait sous le même toit. Benny s'était déjà construit une autre vie ailleurs. Frida s'est effondrée. Non sans violence, non sans hurt. Elle s'est effondrée comme on s'effondre quand celui en qui on avait le plus confiance nous prend tout en une seule conversation. Car il ne s'agissait pas simplement de son mari. Il s'agissait de l'homme qui, de son propre aveu, l'avait sorti de ses moments les plus sombres. L'homme qui lui avait fait sentir, pour la première fois de sa vie, qu'elle était vraiment comprise. Quand Benny a franchi cette porte, il n'a pas seulement emporté le mariage. Il a emporté la sécurité sur laquelle elle avait bâti toute son identité. Après cette confession déchirante, il n'est plus jamais rentré. Le plus insupportable était qu'elle doive encore se retrouver dans le même studio que lui. Ceux qui étaient présents lors de ces séances d'enregistrement ont décrit une atmosphère extrêmement pesante. Et Benny, même Benny le ressentait. Lors des interviews de cette période, ses mains tremblaient visiblement. Il fumait cigarette sur cigarette pendant les conversations sur le divorce. Il n'était pas indemne, mais il avait fait un choix. Et Frida était celle qui restait debout au milieu des décombres de ce choix. 7 ans plus tôt, le 6 juillet 1971, Björn et Agneta s'étaient mariés dans le village de Verum, avec Benny à l'orgue pour les accompagner. Ils rayonnaient de certitude. 2 couples, 4 musiciens, un rêve partagé. À cet instant, on avait eu l'impression que tous les 4 pouvaient tout surmonter ensemble. Mais la même pression incessante qui avait eu raison de Benny et Frida a également affecté Björn et Agneta. Leur mariage s'est lui aussi effondré. En 1979, leur union était terminée. Agneta a tout affronté sous le regard du public, sans aucun endroit où se recueillir. En juillet 1980, l'album The Winner Takes It All est sorti. Björn a écrit les paroles seul, une bouteille de brandy à ses côtés. Agneta se tenait seule dans le studio et chantait chaque mot qu'il avait écrit. Tous deux ont publiquement affirmé que cela n'avait rien à voir avec leur mariage. Mais les personnes présentes dans la salle savaient bien le contraire. Les personnes présentes ont décrit le silence entre les prises comme suffocant. Agatha a confié plus tard que la chanson lui avait permis d'exprimer des sentiments qu'elle portait en elle depuis bien trop longtemps. Le monde entier l'a reçu et a ressenti chacune de ses émotions. Ce disque est devenu l'un des enregistrements les plus bouleversants de l'histoire de la musique populaire. En janvier 1981, Björn épousa Lena Kellgren. Plus tard dans l'année, Benny épousa Mona Nurklet, la femme pour laquelle il avait quitté Frida. Toutes les 4 continuaient d'enregistrer, restant plantées devant leur micro. Leurs histoires passaient entre elles comme des plaies ouvertes, leur voix toujours aussi harmonieuse, tandis que sous la musique, toutes racontaient une toute autre histoire. Les divorces les avaient laissées seules au milieu des décombres de tout ce qu'elles avaient construit et donné. Agneta l'a ressenti la première, publiquement, douloureusement, sans pouvoir se cacher. Mais le fardeau qui allait finalement peser sur Frida allait se révéler bien plus lourd que tout ce à quoi ils auraient pu se préparer. La première à s'effondrer fut Agneta, et ce fut brutal. Après son divorce, Agneta chercha la stabilité dans de nouvelles relations. Aucun d'eux ne lui a donné ce qu'elle cherchait. La vie qu'elle avait connue au sein d'ABBA avait disparu. Et sans elle, elle se retrouvait vulnérable,
confrontée à des situations auxquelles elle n'était absolument pas préparée. Rien ne l'a autant exposée que Gert van der Graaf. Ce fan néerlandais avait suivi sa carrière avec une ferveur démesurée. Elle lui a résisté pendant des années. Puis la fatigue s'est installée et la curiosité a remplacé la résistance. Elle a déclaré plus tard, « Au bout d'un moment, j'ai senti que je ne pouvais plus résister. Je voulais le connaître. » Ils sont restés ensemble 2 ans. Quand elle a finalement mis fin à leur relation, son monde s'est effondré. Il a commencé à l'appeler à toute heure de la nuit. Elle lui écrivit une lettre lui disant clairement que c'était fini, qu'elle ne voulait plus rien, qu'il devait rester loin d'elle. Il prit cette lettre et la remit à un journal suédois, croyant sincèrement que cela prouvait qu'ils avaient partagé quelque chose de véritable. Ce simple geste lui révéla tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le danger qu'elle vivait. La veille de Noël, il a forcé le dispositif de sécurité de sa propriété et a été retrouvé sur son terrain, dans l'obscurité. Elle a obtenu une ordonnance d'expulsion. À sa grande surprise, il est revenu. Puis, à la veille de son anniversaire, il est retourné en Suède et s'est présenté de nouveau devant chez elle, déclarant à la police qu'il ne voulait que 5 minutes avec elle. Agneta a déclaré aux autorités, « Il a comparé notre relation à celle de Roméo et Juliette. C'est plutôt comme celle de Jekyll et Hyde. Elle prenait des médicaments uniquement pour pouvoir dormir la nuit. Elle vivait dans la peur, retranchée chez elle. Elle s'est retirée dans la campagne suédoise et a quasiment disparu de la vie publique. Pendant des années, elle n'a ni chanté ni même écouté de musique. Lorsqu'elle a finalement sorti un album en 2004, elle l'a rempli de chansons des années 1960, devant ABBA, devant The Fame, d'avant que tout cela ne lui prenne autant. Au fil des années, le groupe a finalement entamé l'enregistrement de The Visitors. L'atmosphère avait complètement changé. Les chansons évoquaient les relations amoureuses ratées, l'oppression politique, la perte de l'innocence et le vieillissement. Mais derrière la musique se cachait une tension sourde que personne ne pouvait ignorer ni minimiser. Frida et Agneta durent chanter des paroles qui faisaient écho à leurs souvenirs et à leurs expériences douloureuses. Benny et Björn durent écouter des femmes qu'ils avaient aimé donner vie à ces paroles. Aux yeux du monde, ils formaient encore un groupe parfait. Pourtant, sous la surface de leur gloire se tramait quelque chose de fragile. L'innocence de leurs jeunes années avait disparu, les rires insouciants s'étaient éteints. À leur place s'était installée la maturité, l'expérience et une tristesse que seuls eux pouvaient comprendre. En 1982, ABBA fit sa dernière apparition télévisée en Suède. Le 11 décembre 1982, ils se produisirent pour la dernière fois en direct lors de l'émission britannique Late Late Breakfast. Le groupe se sépara ensuite discrètement, sans cérémonie. Les années à venir leur réserveraient à tous un autre genre de danger. Mais c'est à Frida qu'il incomberait de porter l'insupportable, et elle devrait le porter seule. La cascade de Pertes de Frida. En 1992, Frida épousa le prince Heinrich Rousseau-Royce. Elle devint la princesse Annie Fried de Reuss et s'installa en Suisse. Les montagnes, les villages paisibles et les paysages sereins devinrent son nouveau foyer. C'était une vie bien loin des projecteurs et des tournées incessantes qui avaient marqué sa jeunesse. Après des décennies de musique, de célébrité et de souffrance personnelle, elle aspirait à la paix et à la stabilité. Si seulement elle avait su que les épreuves à venir seraient presque insupportables. Le 13 janvier 1998, Frida reçut un appel téléphonique qui bouleversa sa vie. Sa fille de 30 ans, Anne-Lise Lotte, conduisait sous une pluie battante près de Livonia, dans l'État de New York, une petite ville située à une trentaine de kilomètres au sud de Rochester. Sa voiture est entrée en collision avec un camion. Elle n'a pas survécu. Frida s'est immédiatement envolée pour les États-Unis. Elle a vu le corps de sa fille. Elle s'est effondrée à ses côtés, pleurant à chaudes larmes, la serrant dans ses bras, refusant d'accepter ce qui s'était passé. Anne-Lise Lotte laissa derrière elle un fils de 9 ans, Jonathan. Frida n'avait pas seulement perdu son enfant. Elle devait désormais regarder dans les yeux d'un petit garçon qui grandirait sans sa mère et trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec Frida ont déclaré qu'elle a refusé d'en parler par la suite. Ni à ses amis, ni à ses collègues, ni à la presse. Goral Hanser, employé de longue date d'ABBA, a confirmé que Frida ne souhaitait tout simplement pas s'exprimer. Elle n'avait plus rien à dire au monde. Des années plus tard, dans l'un des rares moments où elle a évoqué publiquement cette perte, Frida a dit d'une voix douce. Cela a pris de nombreuses années. C'est une tristesse inconcevable. Avant même que le chagrin ne puisse s'apaiser, un autre coup dur s'abattit sur elle.
Son époux, le prince Heinrich Russo-Royce, apprit qu'il était atteint d'un lymphome. Il avait 49 ans. Le traitement était agressif. La chimiothérapie l'a épuisé. Son corps s'affaiblissait visiblement de semaine en semaine. Frida est restée à ses côtés lors de chaque hospitalisation, pendant toute la dégradation de son état, pendant les longues nuits où la douleur l'empêchait de dormir. Elle venait d'enterrer sa fille. À présent, elle était assise dans les couloirs de l'hôpital, impuissante face à l'homme qu'elle aimait qui s'éteignait, respiration après respiration. Il est décédé en octobre 1999. Elle était à ses côtés jusqu'à la fin. 22 mois plus tard, elle avait enterré son enfant et son mari. Frida s'est complètement retirée. Ses apparitions publiques ont cessé. Ses interviews ont pris fin. Elle a confié plus tard que ce qu'elle avait vécu avait engendré une solitude si profonde qu'elle lui était peu à peu devenue naturelle. C'est durant cette période que les propositions de reformation ont commencé à affluer. Au début des années 2000, des rumeurs ont circulé concernant une offre d'1 milliard de dollars pour des concerts de retrouvailles. Un consortium anglo-américain leur a fait une offre qui leur aurait permis de donner 250 concerts dans 100 villes du monde entier. C'était, sans conteste, la plus importante offre de réformation jamais faite à un groupe. Plus importante que celle proposée aux Beatles. Plus que tout autre groupe avant ou après eux. Pourtant, ils ont refusé. Benny Andersson a abordé le sujet avec simplicité et sans emphase. Il a déclaré à un journal suédois: « C'était une somme colossale à refuser, mais nous avons décidé que ce n'était pas pour nous. » 7 mots qui ont scellé le sort d'1 milliard de dollars sans la moindre hésitation. Les raisons de ces 7 mots puisaient leurs racines dans des années de souffrance, d'éloignement et de blessures encore vives. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'était à quel point chacun d'eux vivait différemment dans ce silence. Benny et Björn bâtissaient des empires mondiaux. Mamma Mia, la comédie musicale entièrement basée sur les chansons d'ABBA, avait été vue par plus de 70 millions de personnes à travers le monde et était devenue par la suite une franchise cinématographique à succès. Chess, leur comédie musicale sur le thème de la guerre froide, a été jouée dans les plus grands théâtres de Londres, de New York et d'ailleurs. Des milliards de dollars ont été générés par cette musique qui les avait jadis unis. Les applaudissements du public les ont tous deux accueillis avec enthousiasme. Premières, ovations et nouveaux projets créatifs rythmaient leurs agendas. Pendant ce temps, Agnetha se reconstruisait après des années de peur et de retrait de la vie publique. Frida, quant à elle, portait encore le poids de la perte d'une fille et d'un mari, enterrés à 12 mois d'intervalle. Les deux femmes cherchaient simplement des raisons de réintégrer un monde qui leur avait tant pris. Pendant ce temps, Benny et Björn continuaient de composer. Leur musique jaillissait, de nouvelles chansons étaient écrites et leur énergie créative se déversait dans des projets qui touchaient des millions de personnes. Chaque membre du groupe vivait dans son propre monde, façonné par ses peurs, ses souvenirs et son chagrin. Il a fallu des années, mais quelque chose a fini par changer. Quelque chose que peu croyaient impossible, qu'on l'appelle le temps, qui guérit les vieilles blessures, la maturité ou le recul. Toujours est-il que cela a ouvert une porte restée close pendant des décennies. Voyage. La technologie fait revivre le passé. En 2018, ABBA est retourné en studio. Au départ, il ne devait s'agir que de 2 chansons. Les séances d'enregistrement se déroulaient dans le calme, avec précaution, presque avec circonspection, comme pour vérifier si 4 décennies pouvaient véritablement être franchies. Ces 2 chansons ont peu à peu donné naissance à un album complet. Voyage. Chaque harmonie était chargée d'histoire. Chaque parole portait le poids d'années de séparation, des divorces, de deuil et de résilience. Björn Ulvaeus a confié plus tard que, lorsqu'ils se sont retrouvés en studio, il a croisé le regard d'Agnetha et de Frida et y aperçu quelque chose d'indubitable. Il y avait dans leurs yeux une chaleur authentique, sans politesse forcée ni jeu d'acteur. C'était le genre de regard que se portent des personnes qui ont traversé ensemble des épreuves et qui les ont surmontées. Il comprit alors que leur lien avait survécu au divorce, au silence et aux années de séparation. Il n'était plus romantique, ni aussi fragile, mais il était bien réel, et toujours présent. Et à travers tout cela, Benny Andersson veillait attentivement sur Frida. Il n'avait presque rien dit à l'époque. Il se concentrait sur la musique, mais il avait remarqué certaines choses, des choses qu'il comprenait différemment maintenant. Et des années plus tard, il finirait par rompre le silence à son sujet, et révélerait ce qu'il avait gardé enfoui pendant des décennies. En 2022, ABBA a lancé ABBA Voyage à Londres. Les 4 membres n'étaient pas présents sur scène pour jouer en direct. Ils apparaissaient plutôt sous forme de versions numériques très détaillées d'eux-mêmes, telles qu'elles étaient en 1979.
Avant la première du spectacle, les artistes ont passé des semaines en studio de capture de mouvements, vêtus de combinaisons de suivi tandis que des caméras enregistraient leurs mouvements et leurs expressions faciales. Ces enregistrements ont ensuite servi à créer des avatars réalistes qui se produisent sur scène chaque soir. Une salle de spectacle spécialement conçue à cet effet a été construite dans l'est de Londres, équipée d'un éclairage de pointe, d'un orchestre et d'un écran numérique géant qui fusionne les avatars avec le décor physique. Plus d'1 million de billets ont été vendus et les fans ont pu assister à un concert complet d'ABBA, tandis que le monde célébrait de voyage. Frida portait un fardeau que le public ignorait. À l'automne 2023, son petit-fils Jonathan est décédé. Il avait 34 ans. On lui avait diagnostiqué un cancer de l'estomac. Frida l'a vu traverser cette épreuve. Elle s'était déjà tenue au chevet du cercueil de sa fille. À présent, elle voyait le fils unique d'Annelise Lott se battre pour sa vie et succomber. Elle avait survécu à sa fille et au fils de sa fille. Et pourtant, elle était toujours là. Elle était toujours aux côtés de Benny, Björn et Agneta, et elle a offert au monde ce qu'il attendait. Travailler à nouveau ensemble en studio, prendre des décisions, enregistrer les voix, se retrouver dans la même pièce ont permis de rétablir une confiance qui avait mis des années à se reconstruire. La chaleur dont parlait Björn Ulvaeus ne s'est pas dissipée après l'enregistrement de l'album. Elle est restée présente dans leurs échanges, dans leur façon de s'écouter. Elle était constante, discrète et authentique. Au fil du temps, ce lien retrouvé a permis d'entamer des conversations autrefois trop douloureuses. Benny Louis avoue la vérité. Le 27 mai 2025, Benny Andersson et Annie Friedlingstad étaient réunis à l'ABBA Arena de Londres pour célébrer le 3e anniversaire de voyage. Ils n'étaient pas obligés d'être là. Personne n'obligeait deux personnes approchant les 90 ans à se présenter, à s'asseoir côte à côte et à affronter un public qui avait passé 50 ans, à assister au déroulement et à l'effondrement de leur histoire d'amour en public. Mais ils sont venus, tous les deux, ensemble. Après le spectacle, à la fête en coulisses, Benny s'est assis au piano. Voilà ce que fait Benny Andersson quand les mots ne suffisent pas. Il joue. Il a toujours laissé la musique exprimer ce qu'il ne parvient pas à dire à voix haute. Ses mains trouvèrent des touches comme toujours, naturellement, sans hésitation, sans même y penser. Et alors, Annie Friedlingstad se mit à chanter. Une femme qui avait retrouvé Benny et qui croyait, pour la première fois dans une vie déjà marquée par la perte, que cette union était définitive. Cette conviction n'a pas résisté à l'épreuve de ce qu'ils avaient construit ensemble. Le mariage a pris fin, et avant même que la douleur ne s'apaise, il avait déjà refait sa vie et épousé une autre femme. Et pourtant, elle devait encore entrer dans ce studio, se tenir devant ce micro et chanter des chansons d'amour et de nostalgie aux côtés de l'homme qui venait de lui briser le cœur. Elle l'a fait. Puis elle a enterré sa fille. Puis elle enterra son mari. Puis le monde la perdit complètement pendant des années, car il ne lui restait plus rien à offrir. Cette femme entendit le piano de Benny et elle chanta. Elle n'y était pas obligée. Il n'y avait pas d'album à promouvoir, pas de contrat de spectacle, aucune obligation d'aucune sorte. Dans cette pièce, il n'y avait que la musique et l'homme qui la jouait. Et après tout ce que la vie leur avait pris, après le divorce, la distance et des décennies de vie séparées, elle choisit de prêter sa voix à sa mélodie une dernière fois. Dans les années qui suivirent l'enregistrement de Voyage, Benny déclara publiquement que collaborer avec Frida lui avait semblé tout à fait naturel. Il disait que leurs voix s'étaient retrouvées comme si le temps n'avait jamais existé. Il a déclaré qu'en termes de voix, d'alchimie et de tout ce qu'ils avaient créé ensemble, elle était irremplaçable. Mais ce soir-là à l'ABBA Arena, il a fait quelque chose d'inattendu. Une fois la chanson terminée et le calme revenu dans la salle, certains témoignages affirment que Benny s'est lentement levé du piano. D'après quelques témoins, il la regarda avant de regarder la foule. Et pendant un instant, il ne parut ni légende ni compositeur. Il ressemblait à un homme qui se souvenait de tout. Il a dit doucement, « Il n'y a jamais eu personne comme elle, ni en studio, ni dans ma vie. » La pièce resta immobile. Il poursuivit. « Les gens croient savoir ce qui s'est passé entre nous. Ils n'en savent rien. Ce que je sais, c'est qu'elle portait en elle plus que quiconque ne l'a jamais vue, et elle n'a jamais cessé d'être présente. Pas seulement pour la musique. Pas pour nous, Frida baissa les yeux. Elle ne l'interrompit pas. La voix de Benny se fit plus rauque, mais il poursuivit. C'est la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Et quoi que nous ayons été, quoi que nous soyons, la vérité, c'est que rien de tout cela n'aurait existé sans elle. Pas les chansons, pas les années. Passe-moi. Ce n'était pas répété. C'était simple, et c'était sincère.
À 78 ans, Benny Andersson a confirmé la vérité en disant ce qu'il n'avait jamais dit aussi clairement auparavant. Elle n'était pas seulement sa voix. Elle n'était pas seulement son ex-femme. Elle en était le cœur.